What's your least favorite word? My what? Your least favorite word? Or sentence? I don't know. That's your least favorite? Paris Lee Bennett est ce qu'on appelle un psychopathe. À seulement 13 ans, il a sauvagement assassiné sa petite sœur Ella, qui était alors âgée de 4 ans. Yes, I did commit a monstrous crime, but does one mistake define my entire life? Afin de comprendre pourquoi Paris Lee Bennett a fait ce qu'il a fait, nous devons retourner à l'été 1980, quelques années avant sa naissance. Au cours de l'été 1980, alors que la petite Charity Lee n'a que 6 ans, son père, Bobby Bennett Jr., est retrouvé mort sur la moquette du salon. Il a été abattu de plusieurs balles à l'arrière de la tête. Selon la police, ça ressemble beaucoup à une exécution. Et la mère de Charity, Kayla Bennett, devient rapidement le principal suspect du meurtre. Au cours du procès, les procureurs apportent la preuve que Kayla avait prémédité ce meurtre en association avec un chauffeur de camion à temps partiel. Ce meurtre marque le début d'une réaction en chaîne. À l'adolescence, Charity tombe dans la drogue. À seulement 17 ans, elle est déjà accro à l'héroïne. Le petit salaire de l'adolescente est séparé en deux. Une moitié pour la drogue et l'autre moitié pour l'essence qui lui permet de se rendre dans une structure d'accueil pour adolescents en difficulté. Charity est sobre depuis 1 an quand elle décide de s'inscrire à l'université du Tennessee. C'est un renouveau pour elle, mais un renouveau qui est bien décevant. En effet, Charity n'est pas plus heureuse et en 2e année d'université, elle se fait une promesse. Si dans 3 mois je ne vais pas mieux, je vais me suicider en faisant une overdose. Environ 1 mois avant la date limite qu'elle s'était fixée, Charity ne va toujours pas mieux. En revanche, elle apprend une nouvelle qui la met en joie. Elle est enceinte. Elle a enfin une raison de vivre, quelque chose à attendre. C'est le début et la fin de tout. Paris Lee Bennett naît en 1994. Dans les années qui suivent, Charity reste clean et c'est surtout grâce à son fils Paris qui est un enfant brillant, qui est plein de vie, qui est très intelligent au sens littéral du terme, puisqu'il a un QI de 141. Pendant quelques années, Charity vit dans l'Alabama et c'est là qu'elle rencontre un certain Jonathan Smith, de qui elle tombe amoureuse avant de tomber enceinte. Autant vous dire que Paris, son fils aîné, est totalement désintéressé par cette grossesse, disons même qu'il est jaloux de cette petite fille qui va bientôt arriver dans leur vie. Malgré tout, à la naissance de la petite Ella, il est heureux et il dit à sa mère « Oh maman, elle est trop belle ». Les rapports entre les deux enfants sont parfois conflictuels, mais d'après Charity, 95% du temps, ils s'entendent très bien. Et avant d'éteindre les lumières, l'aîné Paris procède à un rituel qu'il accomplit pour Ella tous les soirs quand elle va se coucher. Il se tient devant chaque fenêtre et chaque porte de sa chambre et il baragouine des mots, des formules magiques et il prétend jeter un sort pour garder les démons, les monstres loin de sa sœur. En 2005, on diagnostique à Kayla Bennett, la mère de Charity, un cancer du sein et donc Charity décide de se rapprocher de sa mère et de s'installer avec ses enfants dans son ranch de Seymour, donc sa petite ferme. De toute manière, elle n'a plus d'attache. Le père de Paris ne fait plus partie du paysage et elle vient de se séparer du père de la petite Ella. Mais là-bas, dans cette ferme, les choses deviennent chaotiques pour la petite famille. Et notamment parce que Kayla Bennett s'implique peut-être un petit peu trop dans l'éducation de ses petits-enfants. La grand-mère est une femme qui a beaucoup de caractère, aux opinions bien tranchées, au point où Charity a un petit peu de mal à suivre. C'est un peu un tyran. Donc autant vous dire que cette cohabitation ne dure pas très longtemps. Quand Paris a 10 ans, Charity a besoin d'un renouveau professionnel et donc elle décide de se lancer dans l'événementiel. Elle commence à promouvoir et à organiser des concerts et c'est un monde un peu particulier, c'est un peu le monde de la nuit où beaucoup de drogue et d'alcool circulent. Et donc Charity replonge et presque immédiatement son business s'effondre. À la fin de cette rechute, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même et son fils Paris lui en veut énormément. Pendant 6 mois, il a dû endurer la souffrance de sa mère, s'occuper tout seul de sa petite sœur Ella, et tout cela dans un environnement financier très instable en plus de ça.
Paris a 12 ans et toute la petite famille vit encore au ranch de Kyla à ce moment-là. Et donc il fait beau et il s'amuse dehors avec sa sœur et une autre petite fille. Il finit par casser le jouet avec lequel les fillettes étaient en train de s'amuser. Accidentellement ou non d'ailleurs. Alors Ella se met très en colère. En voyant cela, Charity s'énerve, elle gronde son fils et elle le met au coin pour quelques minutes. Mais dans son dos, Paris attrape un couteau de cuisine et il s'enfuit de la maison. Maintenant qu'il est dehors, il commence à agiter son couteau en l'air d'un air menaçant, comme s'il souhaitait leur faire du mal. Heureusement, sa grand-mère réussit à attraper le couteau et sa mère vient par derrière pour l'enlacer. Et quand elle fait ça, son corps s'affaisse, comme s'il venait d'être possédé par un esprit démoniaque. Cet événement va beaucoup alarmer Charity, et là elle va se dire « Ok, il y a quelque chose à faire. Ce comportement est anormal. » Quelque temps plus tard, Paris est donc admis à l'hôpital psychiatrique de Red River, qui se situe à Wichita Falls, au Texas. Auprès des médecins, Charity espère trouver des réponses à ces questions. Mais après une semaine sans nouvelles, sans retour de la part des médecins, elle décide d'aller chercher son fils et de le ramener à la maison. D'ailleurs, personne à l'hôpital ne s'y oppose. Vous savez, j'ai passé en revue chaque seconde de la vie de Paris, depuis la seconde où il est né. C'était un bébé adorable, il était affectueux et il était aimé. Il était, tellement intelligent. Il n'arrachait pas les ailes des mouches, ni ne faisait de mal aux chats. Avec le recul, l'épisode le plus inquiétant est probablement celui des grenouilles. Paris était petit, il avait peut-être 3 ans. À ce moment-là, la famille vit dans une grande maison qui possède une grande terrasse perchée à 9 mètres de haut. Et quand il pleut, les grenouilles envahissent tout le terrain et c'est un spectacle assez impressionnant, assez intéressant. Et un jour orageux, Charity trouve Paris sur cette terrasse. Il est en train de remplir un seau de grenouilles qu'il vide ensuite par-dessus la rambarde. Et donc les pauvres bêtes viennent s'écraser 9 mètres plus bas. Les plus chanceuses meurent sur le coup, mais les autres sont totalement disloquées et sont à l'agonie. Et donc Charity dit à Paris, écoute, il va falloir que tu mettes fin à leur souffrance, il va falloir que tu les achèves. Mais le petit garçon refuse et donc Charity doit s'en charger elle-même. À l'école, Paris est bien aimé et personne ne le trouve étrange, à part peut-être les sportifs. Il ne s'est jamais montré cruel envers sa sœur, il faisait des trucs de grand frère, lui voler ses jouets, la taquiner et ça s'arrêtait là. Mais derrière cette façade charmante, le garçon cache un être bien plus sombre. Un jour, Paris est à l'école et il observe de loin un camarade de classe qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas voir. Ce garçon l'agace profondément. Et là, Paris se demande ce que ça ferait de lui planter un crayon dans l'artère du cou et de le regarder se vider de son sang et mourir. Paris s'amuse souvent dans un skatepark proche de la maison, il fait un peu de skate et donc il s'est fait des amis dans le quartier. Et c'est justement auprès de ses amis qu'il commence à raconter une histoire intéressante. Il commence finalement à semer des cailloux pour construire son alibi. Je rappelle que Paris n'a que 12 ans à ce moment-là. Il dit « Les gars, j'ai vraiment super peur, ça fait un moment que je vois un démon à tête de citrouille et ce démon me suit partout. » Et ça dure depuis plusieurs semaines, je ne sais pas quoi faire. Et presque toutes les fois où il croise ses amis, il leur parle de cette histoire de démon à la tête de citrouille en feu. Le 4 février 2007, c'est un samedi, mais pourtant Charity travaille. Elle est employée au restaurant Buffalo Wild Wings, qui se situe près d'Abilene, au Texas. Comme elle a l'habitude de le faire à chaque fois qu'elle travaille, elle confie Paris et Ella à leur babysitter, qui est une étudiante de 21 ans. Et le programme est plutôt alléchant pour les enfants. Ils vont aller dîner dans un restaurant chinois et ensuite regarder un film Disney en VHS. C'est au cours de ce repas au restaurant chinois que Paris décide de tuer sa sœur. Est-ce parce qu'elle lui a fait une blague qui ne lui a pas plu ou bien parce qu'elle faisait du bruit en mangeant ? Impossible de le savoir, mais c'est certainement pour une raison arbitraire qui n'avait rien à voir avec la petite fille. Et c'est sur le chemin du retour dans la voiture de la babysitter qu'il planifie le meurtre. De retour à la maison, Ella s'installe sur le canapé et commence à regarder son dessin animé. Paris, lui, se retire dans sa chambre, prétextant avoir des devoirs à terminer. Et il commence effectivement à écrire une dissertation sur la guerre de Troie qu'il arrête en plein milieu. Il ne parvient pas à se concentrer, ce travail l'ennuie
et donc il décide de se rendre sur un site un petit peu louche où il a l'habitude d'aller. Et là, ce préadolescent de 13 ans commence à regarder un type de porno très violent, avec du sadisme, de l'esclavagisme, quelque chose d'extrême. Et ensuite, il va même regarder un snuff movie. On fait une pause ici. Un snuff movie, qu'est-ce que c'est? C'est un type de film ou de vidéo amateur dans lequel une personne meurt réellement, que ce soit par suicide ou par homicide. J'ai 25 ans et je ne pourrais absolument pas regarder ce type de film. Je vous dis ça pour que vous compreniez la mesure de la violence d'un snuff movie. Ce n'est pas un programme très approprié pour un enfant de 13 ans ou pour quiconque. Vers 22h, Paris sort de sa chambre et il va discuter avec la babysitter et on ne le sait comment, il parvient à convaincre la babysitter de rentrer chez elle. Paris se rend ensuite jusqu'à la cuisine où il attrape un couteau bien tranchant, puis dans la chambre de sa sœur Ella qui dort paisiblement. Les minutes qui suivent sont d'une extrême violence, je préfère vous prévenir. Paris poignarde sa sœur à plusieurs reprises, mais pas dans une rage incontrôlable, bien au contraire. Il assène chaque coup bien méthodiquement. Certains coups sont profonds, d'autres moins, et il prend bien son temps quand il retire le couteau de la chair de la petite Ella. D'après ses propres mots, il a l'impression de poignarder un matelas ou peut-être une guimauve. Pendant l'attaque, Ella reçoit également des coups violents au niveau de la tête, peut-être après une tentative de se défendre ou même de s'enfuir. Alors ça, je ne sais vraiment pas comment vous le dire parce qu'on parle quand même de 2 enfants âgés de 13 et de 4 ans et qui sont en plus frères et sœurs. Du sperme est retrouvé sur le corps d'Ella et aussi sur son matelas. Paris avouera ensuite, à demi-mesure, avoir abusé sexuellement de sa petite sœur. Après avoir porté le dernier coup, Paris, peut-être ne sachant pas quoi faire, appelle un ami et il lui confie qu'il a fait du mal à sa sœur. Il ne se ressaisit pas, il ne se dit pas « Ok, je viens vraiment de faire une bêtise, si j'appelle une ambulance, peut-être qu'on pourra sauver Ella ». Non, pendant 6 minutes, il parle avec un ami au téléphone. Et c'est seulement vers 23h30 que Paris appelle le 911 pour signaler le meurtre. Abilene 911. I actually killed somebody. You think you killed somebody? My sister, I stabbed her. Okay, where'd you stab her? Lots of places. I didn't mean to. I know. Let's go ahead and try CPR, okay? Le plus intéressant, c'est que quand il appelle les autorités, il a l'air tout à fait paniqué, comme si l'événement venait tout juste de se passer, comme s'il avait attrapé le téléphone après avoir porté le dernier coup. Pendant ce temps-là, Charity finit son service sans se douter du cauchemar dans lequel elle s'apprête à entrer. Ce soir-là, c'était le Super Bowl, un événement sportif qui est très prisé aux États-Unis. Alors, le restaurant est dans un état effroyable. Tous les employés s'activent pour nettoyer les tables, le sol, le bar, bref, il y a beaucoup de boulot avant la fermeture. Et alors qu'elle est en train de faire son petit ménage, Charity voit son directeur s'approcher d'elle avec un visage extrêmement grave. Il vient en fait l'informer du drame. Dans un premier temps, Charity pense que sa fille est simplement blessée, mais on lui annonce qu'elle a succombé à ses blessures. C'est le désastre et elle manque presque de s'évanouir. Mais quand on lui dit que c'est son fils de 13 ans qui a assassiné sa fille de 4 ans, alors elle entre dans un état de choc et de sidération qui continuera pendant le procès et même plusieurs années après. Pendant très longtemps, il y a eu des spéculations selon lesquelles Paris abusait sexuellement de sa sœur Ella et qu'il l'a tuée pour l'empêcher d'en parler. Mais il a toujours refusé de répondre aux questions portant sur ces accusations, craignant que cela affecte ses chances d'être libéré sur parole. Et surtout, d'après lui, le véritable mobile du crime était d'infliger de la douleur à sa mère. La plupart du temps, il dit avoir voulu punir sa mère pour sa rechute quelques années plus tôt, mais ça semble totalement disproportionné. Et d'ailleurs, la cible première était sa mère et non Ella, mais il a réalisé qu'il lui ferait plus de mal en tuant sa sœur qu'en la tuant elle-même. La version de Paris est toujours la même, il s'est endormi tranquillement à côté d'Ella, mais en se réveillant, il a vu un démon à tête de citrouille en feu, et donc terrifié, il a commencé à le frapper, à l'étouffer, à l'étrangler, à le poignarder, mais en l'espace de 6 heures, Paris donne 3 versions différentes, ce qui l'accable énormément.
Le père de Paris avait été diagnostiqué schizophrène quand le petit garçon avait seulement 2 ans. Et d'après Charity, sa mère était une manipulatrice narcissique et au pire une sociopathe. Et donc pendant très longtemps, elle a pensé que son fils avait tout simplement hérité de ses traits. La première fois qu'elle revoit Paris, quelques heures après le meurtre, elle est vraiment heureuse. Après tout, c'est son seul enfant, c'est le seul enfant qui lui reste. Et elle espère voir du remords dans ses yeux, elle espère avoir une explication. Mais quand elle le serre dans ses bras, il ne réagit pas. Paris se montre de plus en plus sadique. Et il lui dit par exemple « Tu m'as toujours dit que je ne pourrais jamais te tuer. » À part si quelqu'un s'attaquait à un de tes enfants. Alors maintenant que je me suis attaquée à Ella, qu'est-ce que tu vas faire? D'autres fois, il penche les yeux vers la petite fenêtre en espérant y voir des journalistes. Finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on parle de lui. Pendant 2 mois entiers, Paris ment à sa mère, il se joue de sa mère, il joue au jeu du chat et de la souris. Il dit des choses et puis il se rétracte. Même à sa mère, il ne dit pas la vérité. Et d'ailleurs, jusqu'à ses 16 ans, il lui fait croire qu'il a effectivement abusé sexuellement de sa sœur Ella, et puis finalement, il n'en est plus si sûr. Il n'a absolument aucune considération pour les sentiments de sa mère, et la seule chose qu'il répète très souvent, c'est que le temps se fait lent, qu'il s'ennuie énormément. En 2017, Paris Bennett a participé au film The Family I Had, relatant son histoire. Et au cours d'une interview pour le film, il déclare « J'ai choisi de faire ce que j'ai fait, j'assume l'entière responsabilité de mon crime, je ne suis pas fou et je ne souffre d'aucune maladie mentale. » Paris purge actuellement une peine de 40 ans à la prison d'État du Texas et il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2027. Il a d'ailleurs été conseillé à Charity Lee et à son fils cadet Phoenix de se cacher après la sortie de prison de Paris. Alors, je suppose que peut-être Paris pourrait ne pas sortir de prison s'il représente encore une menace. L'histoire de Paris a fasciné les médias et le documentaire Confessions d'un psychopathe, sorti en 2019 et présentant notamment l'histoire de Paris Lee Bennett, a remis la lumière sur cette affaire sordide. La vie de Charity Lee a véritablement été marquée par le meurtre. Fille d'une meurtrière et fille d'une victime, mère d'un criminel et mère d'une victime. Après la mort d'Ella, elle est tombée dans une dépression très profonde, partagée entre l'amour qu'elle éprouvait toujours pour son fils et l'acte qu'il avait commis. La naissance de son fils cadet, Phoenix, qui porte le nom de l'oiseau mythologique qui renaît de ses cendres, a certainement beaucoup aidé à sa reconstruction. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur tous mes petits réseaux, Twitter, Instagram et même TikTok. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.